je me présente, Mélissa Gagnon. Je suis membre du comité organisateur de Be Sure Brain. C'est la première fois aujourd'hui que j'anime un événement, donc je garde mes petites notes pas très loin. Rapidement, le concept des événements de Be Sure Brain, c'est d'accueillir 4 présentations de 12 minutes chaque, suivies d'une période de 5 minutes de questions. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, on a un de nos présentateurs qui ne pouvait pas se joindre à nous finalement ce soir. Donc, on va avoir 3 présentations au lieu de 4, suivies de 5 minutes de questions, mais ça va pouvoir prendre un petit peu plus de temps vu qu'il y a une présentation de moins. Le but des événements de Be Sure Brain est toujours de démocratiser le savoir à travers le plaisir. Notez que l'événement est enregistré dans la salle et aussi sur Zoom. Puis, il y aura un quiz à la fin des présentations, donc on vous conseille de porter une petite attention lors des présentations pour gagner un prix. Finalement, merci à nos commanditaires, donc la Fondation Garner. Voilà, donc on va commencer les présentations. La première présentatrice est Charlotte Hendricks avec sa présentation intitulée « Traumatisme crânien, les montagnes russes au quotidien ». Pour la présenter, Charlotte est étudiante au doctorat en neuropsychologie à l'Université de Montréal. Elle détient notamment une maîtrise en neuropsychologie et de l'expérience clinique avec les populations neurologiques. Florence est active dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Alors, on accueille Florence. Non. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Vous n'êtes pas nombreux dans la salle, donc je m'attends à avoir du bruit quand même pour savoir que vous êtes vivants. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et donc, bonjour à tous, je m'appelle Charlotte, puis je vais vous présenter mon sujet de thèse aujourd'hui. Donc, si je vous dis la colère, la tristesse, la joie, l'agressivité, l'impulsivité, est-ce que c'est des comportements et des émotions qui vous parlent? Oui, ok, cool. Tant mieux parce que c'est de ça dont on va parler pendant les 12 prochaines minutes. Voici ma petite illustration pour ça. Donc, je vous demande d'attacher votre tuque et de vous accrocher à votre bière parce qu'on va parler de troubles du comportement ou, comme j'aime les appeler, les comportements problématiques. C'est un peu mystérieux, hein? Alors, pour ça, il faut commencer par le début. Donc, moi, dans ma thèse, je m'intéresse à ce qu'on appelle le traumatisme crânio-cérébral ou plus communément appelé le TCC. Donc, c'est quoi un TCC? Ben, c'est simple. C'est un grand choc à la tête qui peut arriver après un accident de voiture ou une chute à vélo, au ski ou d'autres chutes. Okay. Donc, en fait, c'est une lésion cérébrale acquise. Bon, c'est un mot compliqué, mais c'est très simple. Ça arrive au cerveau cérébral et acquis après un accident plutôt que d'avoir ça depuis qu'on est enfant. D'accord? Donc, dans les médias, on entend souvent parler de traumatisme crânien, commotion cérébrale, surtout dans le domaine du sport. Ça, c'est des traumatismes crâniens légers. Moi, je m'intéresse aux modérés sévères. Donc, ce sont des lésions plus importantes, plus graves, qui amènent en fait des séquelles, des difficultés tout au long de la vie. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un TCC? Donc, on en a un peu parlé. Puis, moi, j'ai envie de vous présenter en fait une campagne de sensibilisation qui parle beaucoup du TCC, notamment parce que c'est la semaine québécoise du TCC et qui milite beaucoup pour dire qu'un TCC, c'est 3 lettres qui changent une vie. Donc, ce n'est pas un accident à un seul moment dans le temps, mais c'est une situation chronique. Donc, la personne, elle change du tout au tout, du jour au lendemain, et elle va devoir faire avec ses nouvelles capacités, ces nouvelles facettes de sa personnalité. Okay? Suite à un TCC, il y a plein de choses qui changent. On a des difficultés en mémoire, en organisation, on a des difficultés motrices, les sens également. Mais moi, je vais poser ma lunette de chercheuse sur les comportements. Je donne des petits coups en arrière parce que je ne vois pas mes effets, donc je vais vite tout marche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus d'une personne sur 2 qui a fait un TCC peuvent avoir des comportements problématiques. Donc, c'est vraiment énorme. Et ce, quelles que soient les années post-accident. Donc, ça peut arriver à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans post-accident. C'est des comportements qui vont fluctuer dans le temps, donc qui vont apparaître, disparaître, ça dépend. Les plus fréquents, c'est l'agressivité verbale et physique,
Le manque d'initiation, donc on appelle ça aussi apathie. En gros, c'est le starter qui est défectueux, on a plein d'idées dans la tête, mais on n'arrive pas à se mettre en route. Ou encore les comportements sociaux inadéquats. Donc, tout ça pour dire que c'est des comportements agréables, dérangeants socialement, qui peuvent mettre la personne en danger ou ses proches, et qui, en plus, peuvent avoir une atteinte à sa dignité et son estime d'elle-même. Alors là, vous allez me dire, bah ouais, moi aussi j'ai des troubles du comportement, j'ai déjà insulté un automobiliste dans la rue parce qu'il m'avait coupé la route, je suis déjà restée écrasée dans mon divan toute la journée, ou j'ai déjà dit ce que je pensais à quelqu'un après avoir bu une bonne bière. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. La différence, c'est qu'après un TCC, ces comportements-là, ils sont plus fréquents, ils sont beaucoup moins contrôlables et ils sont plus explosifs. Alors souvent, les participants, ils vont me parler en disant, c'est des montagnes russes au quotidien. D'où mon super titre. Et donc, en fait, ils vont me dire, bah, c'est comme si tu te retrouvais dans un wagon qui fonce à toute vitesse, il est défectueux, il n'y a pas de frein à main, rien ne fonctionne, et boum, c'est sûr qu'on s'attend à avoir des difficultés auto. Okay. Alors, ça, c'est un problème parce que c'est fréquent, c'est difficile à gérer, et donc c'est justement ce à quoi moi je m'intéresse dans ma thèse, c'est comment on fait pour les gérer, ces comportements-là. Alors, il existe des interventions professionnelles, mais elles ne sont pas toujours accessibles à la population ou elles sont tellement nouvelles qu'elles sont en cours de développement. Donc, moi, je me suis dit, ben, eux, au quotidien, comment ils font pour gérer ça? Et donc, j'ai fait dans ma thèse ce que je sais faire le mieux, parler avec les gens. Donc, pour ça, j'ai été interroger, en fait, les experts du terrain, comme j'aime bien les appeler. Donc, à la fois les personnes qui ont subi le TCC, mais aussi ce qu'on appelle les personnes proches aidantes. Donc, en gros, c'est les personnes qui leur offrent de l'aide au quotidien, presque H24. C'est mes experts parce que c'est eux qui vivent ce problème-là tous les jours, c'est pas moi. Et donc, j'ai été leur poser des questions un peu comme une journaliste. Ben, c'est quoi un comportement problématique? Dans quelle situation ça se présente? Et surtout, ben, c'est quoi vos solutions? Après ça, avec mes entrevues, j'ai utilisé ce qu'on appelle l'analyse qualitative. Alors, donc, contrairement à ce qu'on entend souvent dans la science, on fait des calculs, on utilise des chiffres, on fait des statistiques. Moi, je me suis plutôt basée sur les mots de mes participants, sur leurs entrevues, les ai lus, relus et relus, puis j'ai essayé d'extraire les concepts, les messages clés de tout ce groupe-là. Alors, je vous imagine un petit peu le truc. C'est comme si j'avais un gros sac d'oranges avec tous mes participants, toutes leurs entrevues, et je prends chaque orange et je viens la presser vraiment minutieusement pour obtenir finalement le jus le plus pur possible. D'accord? Et ça, ben, c'est mes résultats. OK? Ça passe? Oui. Donc, ces résultats-là, ben, ils sont encore en cours d'analyse et j'espère bientôt publier scientifiquement, mais aussi de manière vulgarisée. Et en fait, de leurs propos, on ressort plein de choses. La première, c'est que des comportements problématiques, il y en a beaucoup selon leur perspective et ils sont très variés. Je vous donne quelques exemples. On va retrouver ben, nos insultes, nos cris, nos bagarres, nos commentaires désagréables, physiques, verbales, ça dépend. On va retrouver aussi de la consommation abusive de substances comme l'alcool ou la drogue, ou même la vente aussi, ça reste un comportement problématique dépendamment de la fréquence. Puis on va retrouver aussi plutôt ce qu'eux considèrent comme problématique au quotidien, c'est la difficulté de faire des activités quotidiennes. Le ménage, le lavage, l'épicerie, l'organisation quotidienne. Donc, un exemple, c'est on fait le lavage, mais à moitié, on oublie les vêtements dans la laveuse, ils sont mouillés, ils pourrissent là, puis la personne prochaine doit repasser derrière pour le faire à la place de la personne TCC. Alors, évidemment, il y a des déclencheurs que mes participants ont partagés. Premièrement, ben, les interactions sociales, tout simplement. On interagit avec quelqu'un qui ne sait pas qu'on a un TCC, qui est un peu inadéquat. Nous, notre mèche est très courte, ben, boum, ça l'active, on pète une coche parce que la personne n'a pas été très sympa. Un autre exemple, ben, c'est le bruit. Alors, je voulais donner l'exemple de la salle, mais elle est très calme, donc ça ne marchera pas. Mais on est dans un espace, vous savez, bruyant, plein de stimulation, ça crée de la frustration, boum, on explose. Ou un troisième exemple, ben, ça va être les séquelles en fait, du TCC. J'ai des difficultés de mémoire, j'oublie où j'ai rangé mes affaires, ça fait 3 heures que je les cherche et personne ne peut m'aider, je pète ma coche. Puis enfin, ben, vous vous doutez bien que ça vient avec une ribambelle d'impacts qui sont différents pour la personne avec un TCC ou la personne proche aidante. Mais on va parler par exemple de perte d'amitié ou de difficulté à créer de nouvelles amitiés, de perte de réseau social, à la fois pour les deux.
Ils peuvent perdre aussi leur logement. Donc, quelqu'un qui est très agressif, qui casse tout le temps, ben, le propriétaire va juste le mettre en dehors du logement parce qu'il en a marre de tout réparer. Ou encore, les rôles qui vont changer dans la famille. Donc, un enfant qui va devenir le parent, ils vont aussi devenir le banquier, le comptable, la femme de ménage. Bref, les personnes proches aidantes vont prendre en fait tous les rôles pour aider la personne avec un TCC. Donc ça, c'est un peu nos résultats sur la problématique, mais on a aussi évidemment des résultats sur les solutions. Et ce qu'on a réalisé, en fait, c'est que nos experts du quotidien, ils travaillent vraiment en équipe. Ils ont vraiment développé une boîte à outils de plein de stratégies super variées pour faire face à ces situations problématiques au quotidien. Donc, ce n'est pas juste le proche aidant qui aide la personne TCC, mais c'est aussi la personne avec un TCC qui va mettre en place des actions quotidiennes parce que c'est sûr que ça a une répercussion sur lui. Donc, par exemple, se mettre en retrait lorsque la personne se met en colère pour la laisser diminuer. Ça vous semble super simple, mais quand ça arrive 5 fois par jour, il faut y penser, puis il faut la mettre en action, cette stratégie-là. Ça peut être aussi donner du feedback à la personne, dire là, c'est une situation inadéquate, voici ce qu'on aurait plutôt attendu. Et aussi, ça peut être simplement de faire appel à un réseau social ou des aides professionnelles et dans certains cas, peut-être un peu plus grave, carrément à la police parce qu'ils ne savent pas quoi faire puis la personne est hors de contrôle. Donc, plusieurs stratégies, soit mises en place par la personne proche aidante ou la personne TCC ou encore de concert avec les deux. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la personne TCC met en place des stratégies, donc dans de nombreux cas est consciente de ce qui se passe, mais pas toujours au moment du comportement, mais plutôt après. Donc, ça emmène une grosse charge psychologique, évidemment des regrets, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ce n'est pas la personne elle-même qui produit ces comportements-là, mais c'est bien une séquelle de l'accident, du TCC, et que ce n'est pas toujours leur faute directement, ils ne le font pas exprès. Puis aussi, une des surcharges les plus importantes pour ces familles-là, c'est qu'un TCC, c'est invisible en fait, le plus souvent. Les séquelles comme les comportements, ce n'est pas marqué sur le front de la personne. Ils ne sont pas toujours en chaîne roulante, ils ne boivent pas tout le temps, ils n'ont pas spécialement une canne. Et donc, ce sont des séquelles invisibles. Là, j'ai une petite vidéo très courte pour illustrer ce principe-là. On va voir si elle fonctionne. Normalement, ça devrait marcher, on va essayer. Tadam! Ah oui, je crame! Bon, Dieu, c'est parce que moi, j'ai pas eu de texte, puis surtout pas eu de consigne. Moi, j'ai pas eu de texte, puis surtout pas eu de consigne pour les costumes. Fallait-tu... C'est la chaise blanche! Tu t'es flash, fille! Tu t'es flash, fille! Tu fais des travaux sur ta maison le 20 mai 2016. Tu perds pied, tu tombes en bas sur ta maison le 20 mai 2016. Tu perds pied, tu tombes en bas de l'échelle, tu as un gros coup sur la tête, tu te retrouves avec un PCC. Go! Un traumatisme Un crânio-cérébral. TCC! Un traumatisme crânio-cérébral. Oui, enfin, Oui, t'as compris! voilà! Le traumatisme crânio-cérébral ne paraît pas toujours physiquement. Mais les Le handicaps traumatisme crânio-cérébral ne paraît pas toujours bien physiquement. présents. Mais les handicaps invisibles, eux, sont pourtant bien présents. TCC, pas crustacé. TCC. TCC, pas crustacé. TCC, c'est ça, je te sers la pince. Ouais, c'était la petite joke de fin, mais donc vous l'avez compris, c'est un handicap invisible qui ne se voit pas toujours. Donc, pour terminer cette présentation, j'espère que je vous ai donné quelques gouttes de compréhension et de connaissance, un petit peu de compassion et de bienveillance pour ces personnes qui vous entourent, pour, je l'espère, réussir à peut-être voir l'invisible. En attendant, j'ai envie de lever mon verre, et vous pouvez le faire avec moi, à tous mes participants, puis à toutes ces personnes du quotidien qui sont un peu des experts et des héros de résilience, puis peut-être aux personnes qui se sont reconnues dans ces histoires-là dans la salle. Et je suis prête pour vos questions et merci beaucoup de votre écoute. Santé. Je ne sais pas si vous avez des petites questions. Merci Charlotte pour ta présentation. Donc, je vais inviter les gens au micro ici si vous avez des questions. Simplement répéter la question pour que tout le monde entende bien. Merci pour cette excellente présentation. Tu mentionnais, on m'entend bien? Oui.
Tu mentionnais tantôt différentes stratégies que les gens atteints de TCC peuvent présenter. Est-ce que tu connais des plans d'intervention, des méthodes, des outils pour développer ces stratégies de coping? Oui, ben en fait, c'est un peu l'objectif fondamental de ma thèse, c'est qu'il existe des interventions, des cadres d'intervention professionnels avec donc, différents professionnels de la santé, psychologues, ergothérapeutes, neurosy, c'est très varié. Et eux, leur objectif, c'est qu'ils font en fait une analyse du comportement avec la personne TCC et le proche aidant pour tout d'abord savoir ben, qu'est-ce qui déclenche le comportement, quels sont les comportements cibles. Donc, on va donner l'exemple de l'agression. Monsieur est agressif, il casse tout ce qui passe sous sa main, il insulte sa conjointe quotidiennement, il crache par terre et il chote dans son chat à chaque fois qu'il passe près de son pied. C'est les comportements cibles. Ensuite, on essaie de voir c'est quoi les déclencheurs et les besoins sous-jacents. Donc, peut-être que c'est un besoin d'expression parce qu'il a des troubles du langage, il ne sait pas bien s'exprimer. Donc, la seule manière d'avoir de l'attention, c'est de cracher et de frapper. Puis après, il y a tout un travail de mise en place de stratégies, justement. Donc là, moi, je vous ai parlé de stratégies qu'eux-mêmes ont développées sur le tas, sur le terrain, sans vraiment spécialement d'aide ou de connaissances parfois. Mais là, ils sont accompagnés de professionnels pour justement essayer de cibler à la fois sur la base de la connaissance des familles, mais aussi celle des professionnels, les meilleures stratégies à appliquer. Et ensuite, c'est vraiment un travail sur un long terme. Donc, c'est des interventions qui durent parfois en moyenne 6 mois, voire 1 an, où ils font des entrevues, soit une fois par semaine au début, puis c'est de plus en plus espacé. Ils réévaluent l'efficacité des stratégies, puis ils changent leur projet au cours du temps si ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est super ciblé en fait dans les interventions professionnelles, c'est que c'est la personne qui est au cœur des interventions. Donc, ce n'est pas le clinicien qui dit « on va faire ça », ce n'est pas le proche aidant qui dit « on va faire ça ». On demande à la personne TCC, ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ton quotidien? C'est ton agressivité, parfait. On cherche ensemble la solution, puis on l'applique pour que cette personne-là se sente considérée. Parce que souvent, on s'occupe des patients et des malades, mais en fait, on ne leur demande pas leur avis. Et donc, c'est vraiment le but de ces approches-là. Voilà. J'espère que ça répond. Oui, salut. Allô. Tu avais mentionné les comportements problématiques. Est-ce que c'est toujours les mêmes à chaque fois quand on subit un TCC ou est-ce que ça varie d'une personne à l'autre puis ça dépend? Est-ce que ça peut dépendre de la zone sur laquelle on s'est cogné? Super intéressant. Il y a 2 réponses. Toutes les questions sont intéressantes, mais celle-là, je l'aime bien parce que c'est souvent comme un a priori ou un stéréotype sur les personnes TCC. On se dit, même séquelles, même accident, donc même problématique. Et en fait, chaque personne TCC est différente. Donc, chaque personne va varier dans ses difficultés au quotidien, ses comportements au quotidien. Donc, on peut avoir à la fois quelqu'un qui va être agressif, de l'autre côté, quelqu'un qui va être apathique. Donc, comme je vous disais tantôt, qui ne sait rien faire au quotidien, même s'il en a envie. Ça peut être aussi des comportements sexuels inadéquats, comme faire des commentaires à une jeune fille dans la rue, lui demander des câlins, vouloir lui faire un bisou. Donc, ça va différer entre chaque personne, ça c'est une chose, mais ça peut même différer chez la même personne au cours du temps. Parfois, ça dépend en fait de l'environnement. Je te donne un exemple. Monsieur, madame, il est en hospitalisation durant les 2 premières années post-TCC. Donc là, il va être plutôt agité parce qu'on essaye de le maintenir dans son lit. Donc là, il y a des coups qui vont s'en venir, etc. Il essaye de fuir parce qu'il ne veut pas rester à l'hôpital. Par contre, quand il sort et qu'il retombe dans un environnement quotidien comme on le connaît, il va y avoir des interactions sociales. Puis peut-être que les gens vont le faire crier sans le savoir et donc qu'ils vont envoyer des connards à tout bout de champ parce qu'on le dérange et qu'on fait trop de bruit ou ce genre de choses. Ça peut changer aussi chez la personne elle-même, en intensité, en type de comportement. Et pour la zone, moi, je travaille moins sur l'aspect neuroanatomique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trauma crânien, ça va toucher principalement, entre autres, évidemment, je simplifie la chose, mais le frontal. Et ça, c'est une zone très, très importante pour tout ce qui est contrôle et gestion comportementale, entre autres. Donc, c'est nos fonctions de haut niveau. Et donc, c'est quand même assez fréquent d'avoir des lésions à ce niveau-là. Et ça va avoir différentes manifestations dans les impacts, dans les séquelles, mais entre autres, les comportements en font partie. Et je me rends compte que je fais une autre réponse, mais j'espère que vous me suivez.
Bonjour. Dans le fond, c'est une super bonne présentation. Je m'interrogeais un peu sur la responsabilisation face au comportement problématique. Est-ce qu'il y a des accommodations au niveau de la justice? Peut-être que tu ne sais pas, genre, mais est-ce que c'est un trouble qui est invisible, donc qui peut, comme, est-ce qu'il y a des... Ouais, comment ça se passe pour la perspective d'avenir de ces personnes-là, avec ces comportements-là? J'ai l'impression que ça peut être quand même sombre comme futur si ils ruinent toute leur relation de comment, des trucs comme ça. Ben, en fait, encore une fois, merci pour la question. Ben, moi, souvent, quand je présente les comportements, je dis que c'est un continuum. Donc, on peut aller d'un comportement qu'on va considérer comme léger, donc quelqu'un qui crache dans la rue, à un comportement qui peut être très sévère, d'agressivité, qui peut mener à un emprisonnement. On agresse quelqu'un dans la rue, ben, on a des conséquences. Mais en fait, ça va varier avec beaucoup de choses. Premièrement, est-ce que la personne, elle a un logement? Est-ce qu'elle vit quelque part? Est-ce qu'elle consomme de l'alcool, de la drogue? Est-ce qu'elle a un réseau social et familial autour d'elle? Moi, dans mon étude, je travaille avec des gens qui, premièrement, ont un logement, ont une famille autour d'eux, donc un proche aidant, et ont quand même des ressources. Donc, je ne connais pas bien les populations itinérantes, mais il faut savoir que plus de la moitié des personnes qui vivent dans la rue ont ou subiront un traumatisme crânien, ni les populations dans les milieux carcéraux. C'est la même chose. Il y a plus d'une personne en moyenne qui va subir ou a subi un coup à la tête. Donc, c'est ça. Et pour répondre à ta question de leur avenir un peu sombre, une des problématiques, puis là, je vous parle vraiment d'un point de vue clinique. Je suis moins experte sur l'aspect théorie scientifique, mais cliniquement, ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont les premiers répondants, ils ne savent pas c'est quoi un TCC. Donc, les policiers, les ambulanciers un peu moins, mais imaginons les pompiers. Monsieur oublie qu'il a laissé son four en route, il part, il met le feu à son appartement, les pompiers débarquent, et monsieur, il est en pleine crise parce qu'il n'arrive pas à se gérer, et les pompiers commencent à appeler la police parce qu'ils pensent qu'ils sont agressés, alors qu'en fait, monsieur, il a un TCC. Mais c'est sûr que nous, on travaille beaucoup, on a envie de faire beaucoup de vulgarisation à ce niveau-là pour former ces premiers répondants-là qui ne savent pas en fait ce que c'est un TCC, puis c'est tout à fait correct, hein, ça ne fait pas partie de leur formation, mais du coup, en effet, ils peuvent mal tomber. Puis le dernier exemple que j'ai envie de donner, c'est dans les hébergements. Donc, moi, dans ma population, dans mon échantillon, j'ai 2 personnes qui vivaient en CHSLD. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes TCC, ça peut arriver jeune et ils vivent longtemps. Donc, ce qui fait qu'on peut se retrouver à 38 ans avec un TCC qu'on a suivi vers l'âge de 16 ans. Et on ne peut pas toujours rester à domicile chez les parents parce que ce n'est pas facile à gérer tout le temps non plus pour les familles. Du coup, nos solutions, elles sont un peu limitées. Il existe des hébergements spécialisés pour ces personnes-là, mais il n'y a pas beaucoup de place. Et donc, ils se retrouvent en CHSLD à 38 ans. Donc, je vous laisse un peu imaginer que ce n'est pas le logement le plus adéquat et qu'en plus, les équipes ne sont pas spécialement formées, tout comme pour les personnes qui peuvent avoir des maladies neurodégénératives dans lesquelles on retrouve aussi des troubles du comportement, donc Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, ça aussi, c'est une problématique actuelle qui existe. Puis, pour terminer, parce que je sais que mon tour de parole est fini, si jamais ça vous intéresse, c'est des problématiques qui sont beaucoup abordées par justement Connexion TCC. Donc, c'est la campagne que je vous présentais tout tantôt. C'est un organisme qui regroupe en fait les associations qui offrent de l'aide à ces gens-là. Puis en ce moment, cette semaine, c'est la semaine québécoise du TCC. Donc, ils font beaucoup de sensibilisation et ils vont organiser un forum de discussion sur toutes ces problématiques-là. Donc, le financement, l'hébergement, justement les relations sociales, sexuelles aussi, parce que c'est pas facile pour ces gens-là non plus. On leur en parle jamais, on les considère comme des patients, puis c'est tout. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez partager un peu là-dessus aussi, je vous invite à partager leur post Facebook, etc., pour un peu diffuser ce handicap invisible. Merci beaucoup. Merci. Et merci encore, Charlotte. Donc, notre prochaine invitée se nomme Florence Piché et sa présentation est intitulée « L'activité physique pour briser le cercle vicieux de la dépendance ». Pour la présenter, Florence est présentement étudiante au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal. Elle détient aussi une technique en danse, occupe un poste de
kinésiologue et détient également une maîtrise en sciences de l'activité physique. Florence se spécialise en troubles de santé mentale et aux effets de la sédentarité et des activités sur ceux-ci. Bonjour, vous allez bien? Oui. Je suis vraiment contente d'être là. C'est la première fois que je présente mon projet de thèse, merci, dans un bar, lors de parler de dépendance aux substances dans un bar. Je suis vraiment excitée. Donc, oui, on m'a présenté, mais juste avant de commencer, je ne suis pas la seule à faire ce travail-là. Donc, il y a d'autres noms qui sont très importants pour moi de mentionner et surtout mes patients sans qui tous mes projets ne seraient pas possibles. Donc, c'est vraiment important pour moi de mentionner ça avant même de commencer. Donc, j'aimerais ça vous poser des petites questions avant de commencer, puis que vous répondiez dans votre tête. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de consommer un petit peu plus que prévu? De l'alcool, cannabis, ça peut être cocaïne aussi, peu importe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le lendemain matin et de vous dire « je suis allée peut-être un petit peu trop fort hier ». Peut-être que ça vous est déjà arrivé plus qu'une fois, peut-être que c'est déjà arrivé à un de vos proches. Si oui, est-ce que vous avez déjà posé la question, c'est quoi la différence entre ça, puis l'autre côté de la ligne avec la dépendance? C'est un peu ça qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui avec ma présentation. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la ligne? Qu'est-ce que c'est les traitements? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Puis, qu'est-ce que l'activité physique vient jouer là-dedans? Évidemment, mon PowerPoint, il y a une ligne très tranchante. C'est pas aussi tranchant dans la vraie vie, c'est beaucoup plus blurry que ça. Donc, je dis beaucoup de dépendance, mais il faut savoir que le vrai terme scientifique psychiatrique, c'est trouble de l'usage de substances. Je vais me référer au terme plus court TUS pendant la présentation, mais sachez que je parle de dépendance. Donc, comment le diagnostic se fait? Vous voyez en haut à droite, on parle du DSM-5. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la Bible des psychiatres. Donc, c'est avec ça qu'on va se servir pour faire un diagnostic de TUS. Donc, le TUS va se faire à l'aide de la grosse famille qui est trouble lié à une substance. Donc, on a deux sous-catégories. On va avoir les troubles induits par une substance qui va comprendre l'intoxication, le sevrage et les troubles induits mentaux. Ça, il faut savoir que c'est tous les troubles qui ont résulté d'une consommation qui peuvent être aigus. Donc, quand vous êtes hangover, vous avez vraiment beaucoup consommé, on parle d'intoxication, on ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans une dépendance. Quand on va de l'autre côté avec le TUS, avec la dépendance, on va avoir 4 familles de critères, mais ce qu'il faut vraiment retenir de la dépendance, c'est que la caractéristique essentielle, c'est vraiment que le sujet va continuer à consommer, malgré qu'il va y avoir des problèmes associés à ça. Donc, les 4 critères diagnostiques, ça va être premièrement la réduction du contrôle. Donc, quand on commence à consommer et qu'on n'est plus capable de s'arrêter. Deuxièmement, l'altération du fonctionnement social. Donc, on consomme puis on est capable de répondre à nos obligations familiales. On n'est plus capable d'aller au travail, on n'est plus capable d'aller chercher nos enfants, etc. Consommation risquée, donc soit pour se procurer la substance ou soit pendant qu'on consomme, on va avoir des comportements risqués pour soi ou pour les autres. Puis, dernier, on va avoir 2 critères pharmacologiques, donc la tolérance. Donc, on va pouvoir beaucoup consommer puis avoir peu d'effets. Ou le sevrage, donc quand on va arrêter de consommer la substance, on va avoir beaucoup d'effets physiques. On peut penser notamment, pour un petit exemple, à la caféine. Si vous êtes accro à la caféine, s'il y a des académiciens dans la salle, vous allez savoir de quoi je parle. Si vous arrêtez demain matin, vous allez probablement avoir mal à la tête. Bon, bien, ça, c'est un sevrage. Donc, évidemment, les TUS sont différents en fonction de la substance que la personne va consommer. Donc, on a 10 classes de substances selon le DSM-5. Puis, la sévérité va varier aussi en fonction du nombre de symptômes que la personne va avoir. Donc, on va passer de léger à sévère en fonction du nombre de symptômes. Donc, c'est quoi les impacts chez une personne qui a un TUS? En fait, ce qu'on remarque, c'est que la mortalité va être beaucoup plus élevée chez ces personnes-là que chez la population générale. Donc, ils vont décéder de 15 à 20 ans plus tôt. Donc, ce qui est quand même énorme. Puis, on peut se dire logiquement, ah, bien, ça doit être à cause des substances. Mais si on regarde les causes de décès, en fait, seulement 21% des décès sont reliés directement aux substances. Donc, on parle d'overdose, etc.
Et 73 vont être reliés à des pathologies physiques, dont les maladies cardiovasculaires, cancer, diabète. Donc, ça pose quand même des questions à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette population-là. Et c'est là que l'activité physique rentre en compte. Donc, pourquoi on propose ça, en fait? C'est pour pallier la lacune dans les traitements, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, les traitements sont uniquement, presque, focusés sur la psychiatrie ou la psychologie. Donc, on va avoir des traitements psychologiques comme thérapie cognitivo-comportementale, je ne vais pas vous mélanger avec le TCC, etc. Ou également, on va essayer de diminuer la mortalité, parce qu'on sait que l'activité physique va avoir des impacts sur les différentes maladies que je viens de vous nommer. Également, dans d'autres traitements, on a vu beaucoup de bénéfices pour d'autres troubles de la santé mentale tels que la schizophrénie, bipolarité, dépression majeure. Et l'activité physique peut contribuer à diminuer le craving. Donc ça, il y a certaines études qui commencent à sortir. Le craving, c'est quoi? C'est l'envie impérieuse de consommer. En français, le terme est horrible, mais dans le fond, c'est quand on a vraiment une envie de consommer, quand on a arrêté, là, donc de vraiment consommer la substance suite à certains stimulus extérieurs. Donc, l'activité physique semblerait pouvoir diminuer cette envie-là. Donc, mes données de recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, on s'est posé 3 questions. Premièrement, est-ce que les bénéfices de l'activité physique sont vus aussi chez cette population-là? Parce qu'on avait des données sur la population générale, mais pas chez la population qui ont un TUS. Deuxièmement, est-ce qu'ils pratiquent de l'activité physique? Troisièmement, comment est-ce qu'eux, ils perçoivent de l'activité physique? Est-ce qu'ils aiment ça? Comment est-ce qu'ils voient ça? Etc. On va regarder cette liste ensemble. Donc, les bienfaits, on a pu voir qu'il y avait de nombreux bienfaits qui étaient vus dans la littérature. Donc, on a fait une revue systématique. En gros, on a regardé tout ce qui a été fait, puis je vous ai ressorti ce qui est ressorti le plus dans les études. Donc, ce qu'on a vu, c'était que l'activité physique améliorait la capacité aérobique et musculaire, la composition corporelle, diminuer les symptômes de dépression et d'anxiété, diminuer l'usage de substances, améliorer la qualité de vie et améliorer le sommeil. Tout ça comparé à des groupes qui ne faisaient pas d'activité physique. Aussi, c'est important de mentionner qu'il n'y avait aucune étude qui montrait des effets négatifs suite à la pratique d'activité physique. Donc, on peut quand même assumer qu'il n'y a pas de danger à pratiquer l'activité physique pour cette population-là. Donc, on peut dire que pour les bienfaits, il y avait quand même beaucoup de bienfaits à pratiquer l'activité physique. Ensuite, pour ce qui est de est-ce qu'ils en font, on a été regarder une base de données et on s'est rendu compte qu'en fait, 73% de la population faisait moins de 150 minutes d'activité physique par semaine. Ce sont les recommandations canadiennes d'activité physique. Donc, et également, il y avait en moyenne, il passait plus de 11,53 heures sédentaires par jour. Donc ça, si vous calculez ça, plus les heures de sommeil, il ne reste pas beaucoup de temps dans la journée. Donc, pour ce qui est de la pratique, améliorer. Puis, pour la perception de l'activité physique, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'était que l'activité physique était vraiment une façon de prendre soin d'eux. Donc, ils percevaient les effets positifs et non seulement ça, ça les amenait à avoir d'autres comportements bons pour la santé. Donc, comme ils amélioraient leur alimentation. Donc, on a Anthony qui nous dit quand tu arrives en thérapie, normalement, tu n'arrives pas en forme, tu sors d'un épisode assez désastreux. Moi, je l'ai vu comme une occasion justement de me remettre en forme, puis ouais, ça a marché. Également, ce qui est super, qui nous a un peu surpris dans les résultats, c'était que l'activité physique était sortie comme un facteur protecteur contre la rechute. Puis, c'est quand même important de comprendre que c'est pour cette population-là, pendant le traitement, la rechute, c'est un gros focus du traitement parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux, puis qui leur fait un peu peur de retourner dans leur environnement. Donc, ils cherchent beaucoup de trucs pour pouvoir y faire face. Puis, ce qu'on a trouvé, c'était que l'activité physique pouvait contribuer à ça, notamment par le fait d'éviter l'ennui en occupant leur temps de manière simple. Donc, on a Stacha qui nous dit l'ennui, c'est un processus de rechute pour moi. Je sais qu'en dehors d'ici, il y a la COVID, mais je peux aller courir dehors, je peux m'entraîner par moi-même. C'est quelque chose qu'il va falloir que je continue en dehors parce que c'est ça, il faut que je reste en action pour pas que je tombe dans l'ennui et ne pas rechuter. Ensuite, on avait aussi le fait de créer un nouveau réseau social sain. Donc, Normand qui nous dit je pense que c'est une bonne place pour se faire un nouveau cercle d'amis. Donc, parce qu'ils sont là, ils ne sont pas tendance à les défoncer après, ils ne sont pas des toxicomanes. Théoriquement, non. Peut-être bien des consommateurs réguliers, mais pas des toxicomanes. Ça donne un nouveau cercle d'amis. Puis le dernier, ça aide à maintenir un poids santé. Donc, Rosalie qui nous dit
Moi, j'ai déjà fait une autre thérapie avant. Puis en sortant de l'autre thérapie, j'avais beaucoup engraissé. Ça a été un processus de rechute pour moi parce que je voulais maigrir vite. C'est pour ça que je veux continuer à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines substances, quand on les arrête en traitement, on peut prendre beaucoup de poids. Puis ça, c'est un gros struggle pour certains participants. Donc, on peut dire que la perception était quand même assez positive pour l'activité physique. Donc, c'est sûr que mon but en tant que jeune doctorante, ce serait d'améliorer pour que la pratique devienne plus intense pour qu'ils puissent pouvoir profiter des bénéfices. Donc, le petit truc à emporter, c'est vraiment de se souvenir que la dépendance, c'est un trouble de santé mentale. C'est pas juste un comportement qu'on a quelquefois. Également, l'activité physique, c'est vraiment une façon de contribuer à la santé physique et mentale. Et le niveau d'activité physique, malheureusement, est encore faible dans la population et le niveau de sédentarité est élevé, mais ça n'attend qu'à être changé. Merci beaucoup. Merci Florence pour ta présentation. Donc, j'ai invité les gens à poser des questions au micro. Pour la présentatrice, juste répéter la question pour être sûr que tout le monde ait bien entendu dans la salle et aussi sur le Zoom. Ah, parfait. Coucou. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était super intéressant. Je me demandais, tu parlais d'activité physique comme moyen d'un petit peu aider les gens qui avaient une dépendance, non? Je me demandais, est-ce qu'on avait des données sur l'activité physique comme moyen de prévenir, en fait, le développement de ces dépendances-là? Je ne sais pas si ça existait. C'est une super bonne question. Moi, je ne travaille pas en prévention de la dépendance. C'est sûr que toutes ces études-là se font plus sur une population qui est plus jeune. Habituellement, on parle plus des adolescents et tout. Puis je te dirais que c'est beaucoup plus difficile à étudier la prévention de la dépendance. Puis encore plus la prévention avec l'activité physique. Donc, je te dirais que ma réponse, c'est je ne sais pas, en fait. Je ne veux pas te blâmer, je ne sais pas. Ah, j'ai oublié de répéter la question. Oups! Salut, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'ai comme deux petites questions sur justement tes messages à emporter. Tu as dit à la fin, tu as rappelé que c'était un truc de santé mentale. Donc, justement, je me demandais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est perçu dans la littérature? Parce que souvent, quand les gens ont une dépendance, on se dit c'est leur faute, ils peuvent s'en départir. Puis, qu'est-ce qui est dit là-dessus? Est-ce que c'est vraiment leur faute ou est-ce qu'il y a un mécanisme derrière? Puis, mon autre question, c'est quand tu dis qu'il y a un niveau de sédentarité assez élevé dans cette population-là, est-ce que c'est plus que la population qui ne présente pas de dépendance ou c'est la même chose? Parce que je sais qu'il y a un très haut niveau de sédentarité même chez nous, donc peut-être qu'on s'en rend pas trop à la vie. Merci pour la question. Donc, la question numéro 1, je ne sais pas, je l'aurais vu où, c'était est-ce que les gens qui se font. Est-ce que le fait que les gens aient un trouble de santé mentale, c'est bien reconnu? Qu'est-ce qui est dit dans la littérature par rapport à ça? Parce qu'il y en a souvent qui se font dire que c'est leur faute. Puis la deuxième question, c'était est-ce que le taux de sédentarité et l'activité physique étaient comparables avec la population générale? OK. Le premier point, je vais te répondre plus du niveau clinique. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? Je te dirais qu'il y a énormément de stigmatisation dans cette population-là. Oui, on va souvent leur penser que c'est leur faute. Puis je te dirais que ça fait pas si longtemps qu'ils l'ont mis dans le DSM, puis même dans le DSM, ils ont changé les termes. On dit plus addiction, on dit trouble de l'usage de substances. On a rajouté le trouble parce qu'avant, c'était un abus de substance pour enlever justement la faute de la personne. Donc, je pense qu'il y a vraiment on essaie le plus possible d'enlever la faute sur le patient pour vraiment que ça soit considéré comme un trouble comme tous les autres. Puis je te dirais même que de plus en plus dans la littérature, on considère ça comme un trouble chronique, donc qui va considérer ça sur le même pied d'égalité que le diabète. Comme quoi, c'est un trouble qui revient, qui est normal que ça revienne. Je dirais que c'est en gros, c'est des discussions, c'est pas blanc ou noir, dans le sens que c'est très gris. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Donc, je dirais que c'est ma réponse pour la 1. Puis la 2, excellente question, c'est vrai, je n'ai même pas parlé, mais oui, leur taux de sédentarité et d'activité physique, le taux de sédentarité est plus élevé que la population générale, puis le taux d'activité physique est plus bas que la population générale. Merci.
Une petite question par rapport aux types d'activités qui sont mis en place avec les personnes d'addiction. Est-ce qu'il y a des données qui existent par rapport aux activités qui favoriseraient le décrochage ou parce que tu disais à un moment, par exemple, que l'activité physique venait enlever ou réduire les cravings. Ouais. Est-ce qu'il y a des données sur justement des activités physiques qui viendraient aider pour l'addiction spécifiquement des catégories ou des groupes d'activités? Oui, c'est une bonne question. Ils ont demandé s'il y a des types d'activités physiques qui viennent diminuer, par exemple, le craving en particulier. Quel type d'activité physique? Je te dirais que c'est quand même très préliminaire ce qu'on a dans la recherche. Par contre, ce qui semble ressortir pour le craving en particulier, c'est l'activité physique à haute intensité. Ça semble diminuer plus le craving que l'activité physique à basse intensité. Mais encore là, c'est très préliminaire. Pour le reste, ce que j'ai sorti comme bénéfice, il n'y a rien qui ressortait comme étant plus bénéfique. Puis, ça dépendait parce que des fois, ce qu'on voyait, je voyais des interventions de yoga et de tai chi, mais là, on va avoir plus de diminution de symptômes d'anxiété puis de dépression, tandis que là, quand on a des séances de spinning, des trucs de même, on va avoir plus d'amélioration de composition corporelle. Donc, c'est encore très mélangé dans la littérature. Merci, c'est vraiment intéressant. On sait que l'activité physique, quand on a des troubles de l'addiction ou pas, c'est bon pour la santé et c'est bénéfique. Est-ce que tu sais, ou est-ce qu'on sait de manière générale, c'est quel volet des bienfaits de l'activité physique qui sont le plus impactants et efficaces pour quelqu'un qui a des troubles? Est-ce que c'est plus le fait de sortir, puis de se changer les idées, puis d'avoir une routine, ou est-ce que c'est vraiment l'effet plus chimique, parce qu'on dégage des choses quand on fait du sport? Est-ce qu'on sait à quelle proportion c'est le plus efficace, ou c'est encore préliminaire de ce côté-là? C'est vraiment une bonne question. Bon, là, j'essaie juste de savoir comment bien la répéter. Elle demande à quelle proportion, je pense pas que par ça, j'allais avoir plus de temps à répondre que de répéter les questions. Elle demande à quelle proportion est-ce qu'on sait que l'activité physique, est-ce que c'est plus chimique ou est-ce que c'est plus des bienfaits comme j'ai présenté diminution de l'ennui, maintenant le poids santé, c'est un peu dans ce sens-là que tu demandais. Je dirais que non, on ne sait pas encore dans la littérature. Puis moi, ma réponse personnelle, puis je le dis, c'est personnel, je pense que ça va aller aussi beaucoup de variabilité du patient, probablement en fonction de la substance qui est consommée, en fonction du TUS, de la sévérité du TUS, puis en fonction aussi de la personne, qu'est-ce qu'elle aime de l'activité physique, qu'est-ce qui la passionne là-dedans. Je pense que chaque personne trouve son compte dans l'activité physique, puis c'est pour des raisons différentes. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. On va prendre une pause de 10 minutes avant d'accueillir notre dernière présentation. Donc, la dernière présentation, on reçoit Pierre-Luc Deschantal avec sa présentation intitulée Tout le monde écoute? Avec sa présentation intitulée Comment le cerveau produit-il des idées créatives? Pour le présenter, Pierre-Luc est nouvellement professeur en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et également membre régulier de l'Institut des sciences cognitives. Son équipe du laboratoire CREO s'intéresse, entre autres, aux déterminants cognitifs et métacognitifs du processus créatif. Accueillons Pierre-Luc. Bonjour tout le monde, il faut que je me habitue avec le micro, mais c'est pas si mal que ça. Sinon, dans les cours, il n'y a pas de micro, puis ma voix porte assez. Donc, c'était deux excellentes présentations. J'espère que ma présentation va être à la hauteur des deux autres. Là. Ah, mais merci. Je n'avais pas pensé. J'ai tendance à bouger en plus. J'espère que je vais me contenir. Écoutez, je me ramasserai là-bas, là, au bout de la pièce en parlant. Ah, mais on m'a dit que non. On m'a dit que c'était pour le Zoom. Enfin. Alors, bonjour tout le monde. C'est une belle introduction. Là. Mon nom est Pierre-Luc Deschantal. Je suis professeur au département de psychologie à l'UQAM. Et aujourd'hui, on va jaser de créativité. Donc, quand je parle de créativité aux gens dans mon entourage ou à vous ici, à l'entour d'une bière, les gens vont souvent poser deux types de questions, le quoi et le qui. Donc, souvent, c'est le quoi. Quoi tu t'intéresses? Est-ce que tu t'intéresses
à la musique, à la peinture, à la danse, comme si la créativité était un peu réservée aux activités créatives, aux activités artistiques. Pourtant, la créativité est utilisée dans plein d'autres domaines. Elle est utilisée en sciences, en mathématiques et même pour jouer aux échecs. L'autre question qu'on me pose bien souvent, c'est à qui tu t'intéresses? Comme si la créativité était réservée aux gens d'exception, les grands peintres, les grands inventeurs. Dans le monde de la recherche, on appelle ça la créativité du grand C, la grande créativité. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être un grand peintre ou un grand inventeur pour utiliser la créativité. Et c'est à cette forme de créativité que je m'intéresse dans mon laboratoire de recherche. C'est la petite créativité. Celle que vous utilisez, vous et les enfants, au quotidien, pour résoudre des problèmes, trouver un nouveau jeu alentour d'une bière avec des amis, briser vos habitudes, trouver des nouvelles recettes, trouver des solutions à des problèmes de la vie quotidienne qui sont parfois originales, utiles et qui méritent un post Instagram ou pas. Donc, des fois, on a des bonnes idées. Ça peut être très original. Je ne vous conseille pas de remplacer votre pommeau de douche par une canette de bière, là, même si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter un pommeau, comment on appelle ça, un pommeau de pluie. Enfin, c'est des idées très originales, mais pas très utiles, hein, un peu stupides. Donc, quand on parle de créativité, on s'intéresse aux idées qui sont originales et utiles. Donc, aujourd'hui, je vais parler non pas du quoi ni du qui, mais je vais parler du comment. Comment votre cerveau produit des idées créatives. Donc, il y a une étude très récente réalisée avec plus de 1000 participants à travers le monde qui se sont questionnés sur la vision de ces gens-là de la créativité. Mais saviez-vous qu'il y a environ 50% des gens, donc ça c'est à peu près la moitié ici, là, pensent que la créativité se déroule dans l'hémisphère droit du cerveau, uniquement. Vous avez peut-être déjà vu les petits tests là, sur Instagram ou sur Facebook. Est-ce que vous êtes plus cerveau gauche, cerveau droit? En fait, la recherche en neurosciences n'appuie pas du tout cette vision-là. Et même, ça va plus loin, la recherche en neurosciences montre que les processus cognitifs utilisés pour la grande créativité, celle des grands peintres et des grands inventeurs, sont à peu près les mêmes que les processus cognitifs utilisés pour la petite créativité. La différence entre les deux types de créativité, c'est le degré d'expertise. Un peintre, Einstein, avait une très grande expertise et avait beaucoup de pratique. Donc, mais quels sont ces processus cognitifs-là? Et pour les étudier, il faut d'abord mesurer la créativité. Et il existe plusieurs épreuves dans le monde de la recherche pour mesurer la créativité. En voici une qui est très populaire. Donc, disons que je vous donne accès à 3 items. Une chandelle, des punaises et des allumettes. Et je vous demande une petite tâche qui paraît très simple, mais très compliquée à la fois. Essayez de fixer la chandelle sur le mur et de l'allumer. Là, je vous laisse, je sais que je suis limité dans le temps, mais je vous laisse 10 secondes pour essayer de réfléchir. Comment vous pouvez faire ça? OK, on a atteint les 10 secondes. La majorité des gens, en fait, même après plusieurs minutes, ne trouveront pas la réponse. Ils se butent toujours à la même idée. Ils vont essayer d'accrocher la chandelle avec les punaises. Et à un certain moment, certaines personnes vont avoir une illumination, le moment de « ah ». C'est le moment « ah ». Ils vont réaliser qu'ils peuvent plus simplement enlever de la boîte les punaises, utiliser la boîte et fixer la boîte pour mettre la chandelle et l'allumer. Donc, les tâches de créativité qu'on utilise dans les recherches habituellement impliquent ce changement de perspective-là. Hein? Ça implique de briser les habitudes. Mais ici, ça va, il y a une seule solution. Mais dans le quotidien, quand on essaie de résoudre des problèmes, il y a souvent plusieurs solutions. Donc, on va utiliser bien souvent dans la recherche d'autres types de tâches, des tâches qu'on appelle de pensée divergente. La pensée divergente, c'est la liberté de produire plusieurs idées alternatives dans un problème. Et ce qu'on utilise bien souvent, c'est cette tâche-ci. Comment utiliser une brique? Comment être original avec une brique? Comment être original avec un objet de la vie quotidienne? Donc, bien sûr, vous pouvez penser à construire des choses. Vous pouvez construire un pot de fleurs, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser la brique pour soutenir des livres. Ici, les 2 briques sont colorées. On peut aussi garder en tête cette propriété de la brique, en fait qu'elle est lourde, pour tenir au sol des ballons lors d'une fête d'enfants. Ou, il y a certaines briques qui sont munies de trous et on peut y déposer des chandelles pour un petit souper en amoureux. On va penser à des possibilités alternatives ici. Mais c'est comment votre cerveau, dans ce contexte-là, va produire des idées créatives. Donc, on va voir une série de phénomènes qui permettent vraiment de bien comprendre comment le cerveau fonctionne. Le premier phénomène qui est vraiment hallucinant, c'est l'effet d'incubation. Ça arrive quand vous êtes sur un problème
et que vous êtes distrait, vous avez tendance à produire des idées plus créatives. Et c'est un peu contre-intuitif. La distraction, les pauses, ça ne devrait pas venir à cause de créativité, on ne pense pas à la tâche. Et comment on fait pour mesurer ça dans la recherche? On prend un groupe de participants, on leur fait faire une épreuve de créativité, on prend la moitié d'entre eux, aléatoirement, et on leur dit, là, prenez une pause, vous faites autre chose. Bien souvent, ce qu'on leur fait faire, c'est des exercices de rotation mentale, ou n'importe quelle autre activité qui n'est pas trop ennuyante, mais surtout qui empêche la personne de penser à l'épreuve de créativité. Ensuite de ça, on demande aux gens de revenir à l'épreuve, et des gens qui ont fait la pause sont en général plus créatifs que ceux qui n'ont pas fait de pause. C'est assez étonnant quand même. Mais comment expliquer ça? Donc, le modèle le plus populaire dans la recherche en psychologie, c'est celui du travail inconscient. Ça repose sur l'idée que dans votre cerveau, vous avez des concepts. Et ces concepts-là sont reliés entre eux sous forme de réseau. Quand vous pensez à une idée, quand vous essayez de résoudre un problème, il y a une idée souvent qui vous vient en tête. Et cette idée-là va activer un réseau. C'est comme un effet domino. Cette idée va activer un réseau, qui va activer une autre idée, qui va activer un nouveau réseau, et éventuellement, on va se rendre à une idée créative qui est éloignée dans le réseau. Donc, dans l'effet d'incubation, l'idée, c'est quand on n'est pas concentré dans la tâche, votre cerveau continue de fonctionner inconsciemment et n'est pas sujet à l'interférence que vous pouvez faire quand vous contrôlez vos pensées. Donc là, j'en viens à un premier truc issu de la recherche. Faites des pauses. Distrayez-vous, c'est un peu contre-intuitif, mais laissez votre cerveau travailler à votre place. Allez prendre une petite douche pendant votre travail. Enfin, pas votre travail sur le lieu de travail, mais quand vous travaillez à la maison, là, quand vous ne retournez pas chez vous prendre une douche, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un autre phénomène qui est très robuste dans la recherche, c'est ce qu'on appelle l'effet sériel. Et ça, c'est très fort et c'est très répliqué dans la recherche. C'est l'idée que quand on essaie de résoudre un problème, dans les premiers moments de la tâche, on produit plein d'idées très rapidement. Et ces idées-là sont peu originales. Et c'est seulement après un certain temps que les idées originales embarquent. Mais comment expliquer ce phénomène-là? Donc, il y a deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est l'effet domino qu'on vient de voir. Votre cerveau, ça prend du temps, il doit propager l'activation. Les concepts doivent s'activer automatiquement. L'autre mécanisme, c'est un mécanisme contrôlé basé sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Et on en a parlé un peu tantôt. Donc, les fonctions exécutives, c'est les processus cognitifs que vous utilisez pour contrôler vos pensées, retenir une liste d'épicier, réfréner vos impulsions. Par exemple, vous voyez l'image ici du joli éléphant, et je vous demande une tâche fort simple, pensez à un autre animal. Spontanément en tête, vous allez avoir l'éléphant qui vient en tête. Vous allez devoir inhiber, réfréner ce concept-là pour penser à un nouvel animal. Vous allez devoir vous concentrer. Et ce mécanisme-là arrive aussi dans le processus créatif. Donc, en parallèle du travail inconscient, l'effet domino, vous devez contrôler vos pensées. Si je vous demande de produire plusieurs utilisations alternatives d'une brique, vous allez penser tout d'abord à construire quelque chose. Vous allez devoir contrôler, développer des nouvelles stratégies, inhiber ces idées-là pour produire des idées plus créatives. Et heureusement, plus on produit d'idées, plus que c'est facile d'avoir un contrôle sur nos pensées. Ça m'amène, je crois, à mon prochain truc. Je suis plus sûr de mes slides. Donc, persévérer. La créativité, ça prend du temps. Chaque idée, je dis ça souvent à mes étudiants quand ils butent à des idées qui sont redondantes, chaque idée est une inspiration pour la prochaine. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir des idées plus originales. Il faut persévérer, changer de stratégie. Comme disait Thomas Edison, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste trouvé 1000 solutions qui ne fonctionnent pas pour créer une ampoule. Et c'est la même chose avec la créativité. Donc, quand on est créatif, il faut savoir quand on n'est pas créatif pour changer de stratégie. Donc, avec une ampoule, c'est assez facile. Si j'essaie de faire une ampoule, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. L'ampoule, elle allume ou elle n'allume pas. Avec la créativité, c'est plus nuancé. Qu'est-ce qu'une idée créative? Donc, moi, le troisième phénomène que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on étudie dans mon laboratoire. C'est la rétroaction. C'est l'idée que quand on est créatif, il faut allumer l'évaluation de la créativité avec la production d'idées. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Les gens ont tendance à surestimer la créativité de leur idée. Si les gens pensent que leur créativité sont plus leurs idées sont plus originales qu'elles sont réellement, ils vont se buter à un mur. Ils doivent
évaluer leur créativité et changer de stratégie. Donc, on évalue dans mon laboratoire une intervention par la rétroaction qui vise à accompagner les gens pour les aider à évaluer leur créativité en temps réel. Mais comment faire ça? Donc, avec un collaborateur à l'Université de Denver, on a développé un algorithme qui permet d'évaluer l'originalité en temps réel des idées par les participants dans une étude. Comment ça fonctionne? C'est qu'on prend des millions de lignes de texte sur Internet, basées sur la langue anglaise. Ça peut être des lignes de texte dans les livres, dans les journaux, et on regarde à quel point les mots co-occurrent ensemble, à quel point un mot vient souvent avec un autre mot. Et on dérive un certain score qu'on donne aux participants par la suite. Donc, je vais leur donner un exemple. L'éléphant de tantôt. Je sais que vous avez encore l'éléphant en tête. Hein? L'éléphant est gros. L'éléphant est gros, le concept de gros, vient souvent dans la littérature anglaise avec le mot éléphant, soit c'est dans la même phrase, dans le même paragraphe. La distance, elle est très courte. Si je pense au mot cirque, la distance est un peu plus éloignée. Hein? On sait qu'un éléphant est lié avec un cirque, mais cirque est beaucoup moins fréquent avec le mot éléphant que le mot gros. Donc, la distance, elle est un petit peu plus grande. Et si je pense à associer éléphant avec le mot trésor, alors là, trésor n'est pas souvent associé avec le mot éléphant, donc la distance va être plus grande, l'originalité va être plus élevée. Donc, on utilise ce système-là, cet algorithme-là, pour donner la rétroaction aux gens. Donc, si je leur demande aux gens de produire des utilisations alternatives d'un soulier, que quelqu'un me répond, ben, on peut utiliser le soulier comme mitaine pour se réchauffer les mains, c'est pas une idée qui est très originale selon le système. C'est quelque chose d'assez redondant que les gens tirent de leur quotidien bien souvent. Donc, vous avez tous déjà fait ça, mettre vos mains dans un soulier. Mais par contre, si quelqu'un dit qu'on peut utiliser le soulier comme capsule temporelle, on peut la mettre dans le sol, alors là, ces concepts-là, dans la langue anglaise, sont très loin du mot soulier. Donc, l'originalité, elle est plus grande. Et ce qu'on voit, on recrute plusieurs participants. Dans notre étude, on en avait 150. La moitié d'entre eux, on va leur donner une rétroaction. Tout de suite après qu'ils donnent une idée créative, on va leur dire à quel point cette idée-là est créative. La ligne du haut, c'est ceux qui ont reçu une rétroaction. On fait voir qu'avec le temps, la créativité des gens s'améliore. Mais ceux qui reçoivent l'information sur leur créativité sont de manière consistante meilleurs que les autres. L'idée ici, c'est que aider les gens à évaluer leur créativité, ça leur permet de changer de stratégie. Donc, un dernier truc, cherchez la rétroaction continuellement. Demandez aux autres, votre entourage, est-ce que c'est créatif? Est-ce que c'est approprié? Ne rentrez pas dans le piège de surestimer ou même des fois de sous-estimer vos idées. Donc, pour faire très vite, je sais que le temps est très limité. La recherche en neurosciences montre qu'il y a deux systèmes qui sont impliqués. Un système inconscient, d'effet domino, et un système contrôlé. Et comme vous pouvez voir ici, c'est à la fois les hémisphères droit et gauche du cerveau qui sont utilisés. C'est tout le cerveau qui est sollicité quand on est créatif. Donc, pour briser un peu le mythe, non, ce n'est pas vrai que la créativité se déroule dans l'hémisphère droit. Donc, en résumé, faites des pauses, distrayez-vous, laissez votre cerveau travailler pour vous. Donc, toujours plus, persévérer. Chaque idée est une inspiration pour la prochaine. Et finalement, cherchez la rétroaction, changez de stratégie, soyez à l'affût et soyez consciemment créatif. Merci. Merci Pierre-Luc. Donc, j'inviterai encore une fois les gens à venir poser leurs questions au micro. Si possible, Pierre-Luc, juste répéter, comme l'a fait Laurent tantôt, la question pour demander au micro. Merci gros, Pierre-Luc, pour la présentation. Je pense que ça ne pas bien de présenter une première fois en personne. La dernière fois qu'on t'a reçu, c'était durant la pandémie, complètement en ligne. Donc, c'est le fun de le voir en chair en net. Merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Tu parles de la pensée créative, puis sortir un peu des standards communs qu'on peut faire dans l'objet, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient exposés un peu un paradigme, des réflexions créatives, seraient plus enclins à avoir des raisonnements créatifs? C'est une excellente question. La question se rapporte, est-ce que exposer des gens à des contextes créatifs, à ce genre de tâches-là, si je comprends bien, des contextes où on demande aux gens de générer plusieurs possibilités? Bon, c'est une excellente question. Il y a plusieurs programmes d'intervention qui visent à développer ces habiletés-là, surtout chez les jeunes et en milieu avec les entreprises. On leur fait faire des tâches de pensée divergentes en espérant que les gens vont être plus facilement créatifs dans leur travail ou à l'école dans d'autres domaines.
La recherche, malheureusement, montre qu'on est capable d'améliorer la créativité, mais juste sur les exercices qui sont entraînés. Ça, c'est un petit peu dommage, le problème de la généralisation. Ça, c'est pas juste bon pour la créativité, c'est dans tous les domaines en sciences cognitives. On veut essayer d'améliorer le contrôle cognitif, on va essayer d'entraîner les gens à faire des tâches. Vous savez, les applications mobiles de rester éveillé. Les gens deviennent meilleurs à ce genre de tâches-là, mais généralisent très peu leurs habiletés dans d'autres contextes. Donc, malheureusement, faire des exercices répétés de créativité, ça risque de ne pas vraiment mener à la créativité à l'extérieur dans d'autres contextes. Il y a très peu de généralisation. C'est un peu dommage. Je pense que la recherche n'est pas assez mûre pour se rendre là. Voilà. Salut, par rapport aux distractions dont vous avez fait mention dans votre présentation, je veux savoir, est-ce que par rapport aux distractions, est-ce que, mettons, regarder son cellulaire ou peu importe, genre, stimuler son cerveau pendant les pauses et aussi comme une source pour stimuler la créativité, ou c'est vraiment plus, mettons, l'ennui ou comme juste du temps de repos pour le cerveau qui va permettre l'émergence de plus de créativité, en fait. Il y a beaucoup de littérature qui documente ce phénomène-là, qui l'ont examiné sous tous ses coutures. Et ils ont regardé le type de tâches dans la pause, de quel type de tâches mène à plus de créativité. En général, il ne faut pas une tâche ennuyante, il faut garder le cerveau actif, il faut que le cerveau soit distrait. Et on peut aller, je disais tantôt, aller dans la douche, mais quand on va aller dans la douche, faire une pause, on va continuer bien souvent à penser. C'est un nouveau contexte, ça se peut que ça aide la créativité, mais ce n'est pas tout à fait ce phénomène-là. Et l'idée, c'est vraiment d'arrêter de penser. Il y a des chercheurs qui ont proposé l'explication que peut-être que quand on fait faire une pause, les gens continuent seulement à réfléchir de temps en temps à la tâche. Donc, ils ont un contrôle et ils reviennent, ils sont meilleurs parce qu'ils ont continué à y penser de manière intermittente dans la pause. La recherche montre que ce n'est pas ça le phénomène, parce que si c'était le cas, les gens seraient moins bons à la tâche intermittente. Donc, si on leur fait faire des puzzles, ils vont être moins bons dans les puzzles, parce qu'ils ont moins de temps pour penser aux puzzles s'ils pensent à la tâche créative. La recherche montre que non, les gens qui font cette tâche-là, ils sont autant meilleurs que ceux qui... la performance de ceux qui font la pause, le puzzle est la même que s'ils ne faisaient pas la tâche de créativité, finalement. Donc, les gens, vraiment, l'idée, c'est de se désengager de l'activité créative et d'entamer un nouveau processus complètement. Je pense qu'il faut rester éveillé. Je ne connais pas assez bien la profondeur de toute cette littérature-là pour dire il faut faire des sudoku ou il faut faire telle ou telle chose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester ennuyé. Il faut que votre cerveau soit occupé. Ok, super intéressant, merci. Allô? Je me demandais si vous nous avez présenté des tâches qui sont quand même simples, la brique, prendre un puzzle. Est-ce que ça s'applique aussi pour des tâches qui sont plus complexes comme écrire un article ou faire un podcast? Est-ce que ça peut aussi s'enclencher à ce moment-là? Merci pour la question. C'est effectivement une excellente question. Effectivement, les tâches qu'on utilise en psychologie cognitive, dans mon approche, à moi, c'est des tâches qui sont très simples. Puis à la limite, c'est pas très écologique. Ça ne représente pas vraiment la créativité au quotidien. Hein? Penser à l'utilisation alternative d'objets, c'est pas vraiment à 100% la créativité. Ça c'est vrai. Mais c'est un bon indicateur du potentiel créatif. Ceux qui performent bien ces tâches-là sont en général créatifs dans la vie au quotidien. Ensuite, des tâches plus complexes, il y en existe très peu. Puis, quand on complexifie les tâches, exemple, pour écrire un article scientifique ou un article quelconque, les gens ont d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quand on est créatif, c'est pas juste une question de processus cognitif, hein, c'est une question de motivation à être créatif. Il y a beaucoup d'éléments de la personnalité qui viennent changer comment quelqu'un est créatif. Donc, quand tu écris ton article, si tu n'es pas très motivé, et ça se peut que tu ne sois pas créatif, il faut être motivé à être créatif. Donc, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur des tâches qui sont beaucoup plus compliquées, parce qu'on essaie de simplifier les processus. Mais c'est une excellente question. J'aimerais ça voir des tâches plus complexes. Mais je pense qu'une partie des phénomènes qu'on peut généraliser à des tâches plus complexes. Mais il faut faire attention quand on fait ça. Ouais. Mais c'est une excellente question.
Allô? Du coup, j'ai comme... Excuse-moi, j'ai complètement oublié de traduire les questions au fur et à mesure. Là. C'est des écrits dans le chat. Tu les écris dans le chat. Je suis vraiment désolé, j'ai complètement... Je sais que c'est ça qui est plus difficile, effectivement. Ça prend une émission. Ça prend l'inhibition et du contrôle. Du coup, j'ai déjà eu comme des éléments de réponse, mais je me demandais, est-ce que dans la littérature, on sait s'il y a une potentialité maximale au niveau de la créativité ou il y a une potentialité d'entraînabilité qui est vraiment élevée là, dans la même. Je vais te demander de répéter la question, je ne suis pas certain d'avoir compris. Est-ce qu'il y a une notion de potentialité, c'est-à-dire que chacun, enfin, comme certains individus vont être limités par, je sais pas, comme leur connexion, leur cerveau ou même leur entraînabilité quand ils étaient plus jeunes, ou on peut vraiment entraîner tout le monde et arriver comme à un certain stade d'amélioration pour la créativité. OK, donc la question se rapporte, est-ce que les gens il existe un potentiel créatif chez tout le monde? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont plus limitées au plan de la créativité que d'autres? Est-ce qu'on peut entraîner cette créativité-là en général? En fait, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a des différences individuelles, étant donné que la créativité origine du cerveau, hein, des structures corticales. Il y a des différences individuelles. Des gens qui ont des lacunes. J'imagine, je ne connais pas bien la littérature, mais quelqu'un qui a un TCC, probablement qui va avoir la difficulté à exercer le contrôle cognitif nécessaire pour être créatif. Il y a certains troubles neurodéveloppementaux où les fonctions exécutives sont atteintes. Probablement que ces jeunes-là vont avoir plus de difficultés à être créatifs. Et je pense qu'on le voit, ce n'est pas tout à fait la littérature que je connais. Mais tout le monde a un potentiel créatif. Et je pense que ce potentiel-là peut être entraîné. Mais encore une fois, pour ramener à la question d'Alexis, je pense qu'il faut être très réaliste sur le degré de la capacité des chercheurs ou des gens à développer des programmes qui entraînent la créativité en général. Mais c'est une excellente question. Imagine que j'ai déjà eu aussi des éléments de réponse sur la motivation. Mais je me demandais, est-ce qu'on est comme juste créatif égal dans tous les domaines quand on l'est, ou est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont être plus créatives dans certains domaines que d'autres? À quel point est-ce que justement la personnalité et la motivation peuvent aller affecter ces performances-là? Donc, la question, c'est est-ce que les gens sont créatifs dans tous les domaines? Ou quand quelqu'un qui est créatif, est-ce qu'il a tendance à être créatif dans plusieurs domaines? Et est-ce qu'il y a des éléments de la personnalité qui viennent moduler cette créativité-là? C'est ça la question. Oui, au niveau de la motivation. En fait, quand on évalue la créativité avec moi, j'étudie la créativité d'un point de vue cognitif. Donc, c'est des épreuves cognitives. Mais on évalue aussi l'accomplissement créatif des gens. Donc, ça va être des échelles auto-rapportées où est-ce que sur plusieurs dimensions, on va demander à quel point la personne excelle et est capable d'être créative. Et souvent, il y a plusieurs domaines. Il n'y a pas juste des domaines artistiques. Il y a aussi en sciences, il y a aussi en mathématiques. Donc, la créativité est vraiment couverte sur plusieurs domaines. Et en général, les gens peuvent être très créatifs dans un domaine et pas du tout créatifs dans un autre. Parce qu'effectivement, la créativité, ce n'est pas juste une question de processus, c'est une question d'expertise aussi. À quel point on connaît bien notre domaine. Hein? Un peintre qui vient de commencer est probablement moins capable de puiser dans son processus créatif qu'un peintre novice qui vient de commencer. Hein? Donc, actuellement, les gens peuvent être créatifs dans plusieurs domaines, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, il y a une hétérogénéité à ce niveau-là. Sur le plan de la personnalité, la dimension de la personnalité qui est le plus associée à la créativité, c'est ce qu'on appelle l'ouverture à l'expérience. L'ouverture à l'expérience, c'est une des composantes de ce qu'on appelle en anglais le Big Five. Donc, c'est des théories de la personnalité, que la personnalité des gens serait sur 5 composantes, et l'ouverture à l'expérience, c'est une de ces composantes-là. C'est la capacité à aller chercher des alternatives, à s'intéresser notamment aux arts, mais pas juste aux arts. Donc, c'est associé vraiment à une ouverture d'esprit. Et ceux qui sont plus ouverts d'esprit, qui, en général, ont un score élevé sur cette dimension de la personnalité, sont en général plus créatifs dans plein de domaines. Donc, oui, il y a des éléments de personnalité qui viennent jouer sur la créativité. Merci. Salut. Je me demandais, dans le fond, au vu de tout ce qu'on a appris, est-ce que le milieu, dans ton expérience, est-ce que le milieu académique, le milieu de la recherche ou donc, cette espèce de milieu-là donne à, supposons, un professeur d'université ou une doctorante les conditions de possibilité de la créativité comme d'advenir un peu?
la question, c'est est-ce que dans le contexte académique, on est ouvert à ces possibilités-là? Est-ce qu'on est capable de mettre un contexte qui nourrit ces possibilités-là? C'est un peu ça que... Donc, je vais dire mon opinion. Puis je pense que ça s'applique dans le contexte scolaire en général, hein, pas juste au niveau académique, universitaire ou collégial, mais également au primaire. Je pense qu'on entraîne les gens toujours à avoir la bonne réponse. Et je pense que c'est une erreur. Et ce n'est pas juste une question d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse, mais c'est aussi différentes manières, différentes stratégies pour arriver à la réponse. Puis à l'école, si vous vous rappelez bien, on apprenait une technique pour faire des divisions. Ben, en tout cas, moi, j'en ai appris une seule. Puis d'ailleurs, je ne me rappelle pas du tout. Qui se rappelle de la technique? Moi, je ne me rappelle pas du tout. Mais il y avait une technique. Alors que la résolution de problèmes, souvent, se fait de plusieurs manières différentes. Et je pense que dans le contexte académique, contexte scolaire, on devrait davantage favoriser l'ouverture aux possibilités. Hein, puis ces zones d'incertitude également, mais ça, c'est juste une opinion. Je ne pense pas qu'il y ait de la recherche qui s'intéresse à ça explicitement. Peut-être, mais je ne connais pas la littérature. Merci. Allô? Allô? J'ai une question justement par rapport au déficit cognitif et à la performance créative. Parce qu'il y a des grands artistes, comme Schumann ou John Nash, par exemple, mathématiciens, qui, eux, sont diagnostiqués de trucs de santé mentale comme schizophrénie ou trucs de psychotique, et qui ont justement une créativité hors norme. Est-ce qu'il y a des liens qui se font par rapport à ça? Oui, c'est très intéressant. Merci pour la question. J'ai une étudiante au doctorat qui s'intéresse à ce genre de questions-là. Elle examine la relation entre la bipolarité et la créativité. C'est super intéressant. Il existe un livre, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du livre exactement, mais qui s'intéresse à ces questions-là. Il y a une prévalence plus élevée de créativité, d'accomplissement créatif chez les gens qui souffrent de santé mentale en général, notamment chez les troubles bipolaires et chez les musiciens notamment. Il y a une prévalence plus élevée à ce niveau-là de bipolarité notamment. Et donc, pour parler de la bipolarité, c'est sur quoi j'ai lu, la schizophrénie et autres psychopathologies, peut-être je les connais un petit peu moins. La bipolarité est marquée de cycles d'alternance psychotymique, d'hypomanie, d'hypermanie. Et c'est associé à une variation prononcée dans les émotions, puis dans l'expérience émotionnelle de la personne. Et on sait que les émotions ont un très grand impact sur la créativité. En général, les émotions positives vont favoriser la créativité. Mais en revanche, beaucoup d'émotions négatives. On a tendance, parce que le problème avec la bipolarité, c'est que les émotions négatives, le cycle dépressif est associé à de l'apathie. Donc, quand les gens sont apathiques, ils ne veulent pas être créatifs. En fait, ils vont rien. Donc, c'est un peu la définition. Sauf qu'un certain degré d'émotions négatives est associé aussi à la créativité. Parce qu'on est capable de plus focusser sur l'information quand on a des émotions un peu plus négatives, okay, ou un affect un petit peu plus négatif. Donc, le cycle bipolaire ou la cyclothymie en général a un impact devrait avoir un impact du moins sur l'expression de la créativité chez les gens. Mais je ne peux pas me prononcer plus que ça parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais mon étudiante Florence, elle va se questionner sur ça. Donc, c'est super. J'ai hâte de voir il va falloir que tu me reposes la question dans... ça dépend combien de temps ça lui prend. Mais disons, 6 ans. Ça va.